à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entourage. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps que je souhaite faire cet épisode. Notamment, il y a beaucoup de raisons, mais parce que moi j'ai toujours beaucoup aimé les personnes plus âgées que moi et je trouve que il y a un peu une barrière entre les générations qui existent, notamment sur les réseaux sociaux. Donc j'espère qu'on va contribuer à dépasser cette barrière. Avant de commencer à parler de tous les sujets dont on va aborder aujourd'hui, est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez vous présenter comme vous le souhaitez pour que les personnes vous connaissent un peu avant de vous découvrir au cours de la table ronde? Alors bonjour, moi je m'appelle Bénédicte Tilloy, j'ai 61, bientôt 62. Je suis maman de 3 garçons, je suis entrepreneur. Donc j'ai monté 2 boîtes, une qui fait de l'accompagnement des dirigeants dans la crise, qui s'appelle 10h32, une autre qui s'occupe de rapprocher les générations à travers les questions-réponses dans les entreprises, qui s'appelle Ask for the Moon. Voilà, puis j'ai passé beaucoup de temps dans une grande entreprise à la fois aimée et détestée des Français, qui est la SNCF, dont on parle pas mal en ce moment. J'ai été DRH dans ma vie, j'ai aussi dirigé Transilien, enfin je ne vais pas tout raconter parce que c'est... Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant et dont on parlera plus tard, moi je trouve, c'est ce passage du salariat à l'entrepreneuriat. Oui. Certains diraient sur le tard, mais dont on reparlera. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle à 55 ans, en ayant l'impression de redevenir junior dans ma nouvelle vie. Bon, on en parlera, c'est très intéressant. Perla, peut-être que d'ailleurs certains connaissent déjà Perla, si vous me suivez depuis 2 ans. Alors moi je m'appelle Perla, c'est ce qui m'identifie, c'est mon prénom. Il se trouve que j'ai un nom qui est Servan-Schreiber. Alors quand je dis Servan-Schreiber, immédiatement les gens me disent « Ah, vous n'êtes pas la sœur de machin, la femme de machin, la belle-sœur d'un truc et de machin ?» Voilà, donc je m'appelle Perla. J'ai fait de la presse toute ma vie, j'ai fait peu d'entreprises. D'abord, j'ai 79 ans, mais comme je trouve que ce chiffre est imbécile et qu'en fait, je suis rentrée dans ma 80e année, je dis que j'ai 80 ans. Je trouve ça très joli, très rond et je suis très fière d'avoir 80 ans. J'ai travaillé dans la presse toute ma vie, j'ai été à Elle et à Marie-Claire très longtemps. Puis, j'ai rencontré un monsieur qui est devenu l'homme de ma vie, j'avais 43 ans. Il s'appelait Jean-Louis Servan-Schreiber et ensemble, nous avons fait Psychologie, qui a été un succès contre toute attente et d'abord la nôtre. Ça a été une aussi grande joie qu'une surprise. Puis nous avons fait Clé, puis nous avons arrêté la presse quand même en 2015 en se disant que peut-être on allait apprendre à vivre autrement. Et comme on a eu la chance d'écrire tous les deux des livres pendant tout ce temps, eh bien, lui, il a décidé de se retirer, malheureusement, avec la Covid. Et puis, je continue à écrire, à parler, à répondre à des jeunes générations qui me questionnent. Et ça, c'est ma joie et mon secret, c'est de vivre avec des personnes qui ont moins de la moitié de mon âge. Merci Perla. Eric, à vous. Merci Louise je suis très content d'être là, j'adore ce que tu fais, j'adore ton regard sur le monde et sur les personnes, donc très content de partager ce moment avec vous, mesdames. Et donc moi j'ai 63 ans, je suis marié depuis bientôt 38 ans avec Patricia, qui est mon socle de ma famille. Moi je suis le 6e de 6 enfants, j'ai 4 enfants, 4 petits-enfants, 3 beaux-enfants, et donc la famille c'est quelque chose d'important pour moi. Les amis aussi, bien sûr. Professionnellement, enfin moi j'ai fait plein de métiers, j'ai été manager, j'ai été entrepreneur, j'étais investisseur. Aujourd'hui, je suis senior advisor chez Raise, qui est une société de gestion, après avoir lancé le fonds d'impact qui s'appelle Raise Impact. Et donc j'adore le métier que je fais aujourd'hui, même si je le fais d'une manière un petit peu plus légère maintenant. J'adore accompagner les entrepreneurs. Donc, je suis président de la fondation Raise Sherpa qui accompagne les entrepreneurs. Je suis président de Ticket for Change qui fait naître des entrepreneurs, des acteurs de changement. Je suis administrateur de la fondation Entreprendre, de la Choca. Voilà. Donc, dès qu'il y a des entrepreneurs, j'adore aussi, comme Perla, rencontrer les jeunes et puis essayer de les aider à cheminer, à grandir. Et puis, dernière chose, en fait, depuis 3 ans, j'ai l'expérience de vivre avec une maladie qui s'appelle la maladie de Parkinson, qui peut me faire trembler de temps en temps. Et donc c'est une nouvelle étape de ma vie.
Et on en reparlera. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager. Écoutez, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, et puis sentez-vous libre de prendre la parole hein, comme vous le souhaitez, mais c'est une question que je me pose à titre personnel. Quand est-ce qu'on prend conscience du côté irréversible du temps qui passe? Est-ce que tu crois que c'est irréversible? Oui, mais on peut en discuter. Tu vois, on peut en discuter. En fait, c'est que, par exemple, moi, j'ai conscience du temps qui passe. Et d'ailleurs, ce que me disaient mes parents, à savoir, tu vas voir, plus tu grandis, plus ça passe vite, ça se vérifie. Mais j'ai encore ce côté, j'ai toute la vie devant moi, je vois pas le bout, tant mieux hein, d'un côté. Mais donc, je me demande, quand est-ce que on se rend compte qu'en fait, c'est quand même une sorte de compte à rebours? Et surtout, comment est-ce que vous l'avez vécu? Voilà. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous en avez pris conscience? Moi, j'ai une culture orientale parce que j'ai oublié de dire une chose essentielle dans ma vie, de ma vie, c'est que je suis née au Maroc et que j'y ai vécu 22 ans. Donc, la culture orientale a une notion du temps radicalement différente de la culture européenne, heureusement pour moi, parce que c'est un temps, c'est comme en Inde, c'est un temps circulaire, c'est pas un temps linéaire. Autrement dit, j'ai pris conscience de l'irréversibilité, c'est compliqué, à dire, je sais pas, quand j'ai pris conscience que j'étais un être vivant et à peu près autonome, donc depuis toujours. Depuis toujours, ça s'est pas du tout accentué avec l'âge? Si, depuis l'âge de 73 ans, quand j'ai eu un cancer et qu'on a décidé d'arrêter de faire des journaux, j'ai pris conscience qu'à partir de ce moment-là, c'est François Tcheng qui dit ça très joliment. Dans les 5 méditations sur la mort, il dit à un moment, on commence à compter à l'envers, depuis le bout. Voilà. Et ça, c'est ce que je fais. Mais vous le faites de manière assez joyeuse. Ah, mais totalement joyeuse. Et ça, c'est quand même hyper atypique, je trouve, dans notre société. J'avais envie aussi de vous recevoir pour ça. C'est que vous avez une approche à l'âge qui est joyeuse. C'est pas un drame pour moi de quitter la vie. Je peux quitter la vie en sortant d'ici, demain matin. J'ai évidemment, comme tous les gens, toutes les personnes conscientes de l'âge et puis de cette vieillesse qui n'en finit plus, quoi. Je veux dire, maintenant, on est quand même dans des espérances de vie colossales. Eh bien, je veux juste, évidemment, ma seule prière, c'est de rester autonome jusqu'au bout. Mais mourir, je suis prête à mourir demain matin. Eric, est-ce que vous avez le même rapport à l'âge, à la mort, quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, tu m'as dit que tu t'étais porté volontaire pour une expérience. Voilà, j'ai pas très bien compris en quoi ça consistait, mais on t'a quand même ouvert le cerveau et tu pouvais très bien rester sur le billard, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors en fait, j'ai quand même pris conscience du temps qui passe quand j'ai donné la vie, quand j'ai perdu mes parents. Quand je suis grand-père maintenant, c'est-à-dire que ces transmissions qui sont très importantes marquent les choses. Mais effectivement, après ça, il y a le fait de sa propre mort. Moi, jusqu'à 60 ans, j'étais invincible. Rien ne me résistait. Enfin, j'avais une énergie de dingue, etc. Puis après avoir passé mon check-up de 60 ans qui montrait que j'avais explosé tous les compteurs sur le vélo, etc., j'étais en pleine forme, est arrivé, pouf, cette maladie qui à un moment vient. Et là, soudain, on se dit waouh, le compteur est vraiment en route. Donc je vais pas mourir de cette maladie, mais je sais parce qu'elle est aujourd'hui incurable. Et du coup, je me suis dit il faut se battre, et il faut tout essayer. Et donc c'est comme ça que je me suis rendu disponible pour un programme expérimental qui s'appelle la neuroillumination, qui est monté par une joint venture entre le CHU de Grenoble et le CEA, le Centre de l'énergie atomique, à travers une structure qui s'appelle Clinatech à Grenoble. Et donc là, ils ont été m'ouvrir le cerveau. Donc ils avaient remarqué, en traitant la macula, que la lumière pouvait favoriser la régénération des cellules. Et donc en fait, ils se sont dit, et si on mettait une lumière dans le cerveau? Donc ils ont essayé sur des rats, ça a marché, qu'ils avaient inoculé Parkinson. Ils ont essayé sur des primates, et ça a marché aussi. Donc ils ont dit, bon, on va essayer sur des hommes. Donc ils ont choisi de faire ça sur 7 hommes et femmes, et 7 personnes témoins. Donc moi, je suis le 3e après les rats et les primates. Et donc c'est au mois d'avril, ils m'ont ouvert le cerveau, ils m'ont mis un laser qui est ici, une diode électroluminescente qui est alimentée par une pile que j'ai ici, qui est rechargée tous les 2 jours. Et j'ai comme par ce biais-là la lumière qui jaillit 1 minute toutes les 4 minutes. Donc de temps en temps, je peux être plus brillant que d'autres. Ça fait quel effet?
Rien, je sais rien. Ah, formidable. Je sais rien, mais pour répondre à ta question, Louise, en fait, bien évidemment, je m'étais préparé à mourir, quoi. Je savais qu'on allait ou bien à perdre la tête, etc. Donc j'ai reçu le sacrement des malades, donc j'avais fait mon testament, j'avais dit au revoir à mes enfants, enfin voilà. Et alors, tes enfants, comment ils l'ont vécu? Parce que c'est ça qui est compliqué dans le rapport à la mort, c'est que on peut l'accepter soi, mais ça reste une telle douleur pour les personnes qui nous entourent que tu aurais pu te dire, en fait, qu'est-ce que tu aurais fait si eux t'avaient dit non, papa, s'il te plaît, le fais pas? Ouais, en fait, j'avais quand même vérifié que qu'il y avait toutes les chances de s'en sortir, donc le geste chirurgical était très sûr. Il y a eu des dizaines d'opérations de stimulation cérébrale profonde. Je rentre pas dans les détails, mais le chirurgien il connaît son geste. Et puis c'était une combinaison d'imagerie médicale très bien foutue, de robots qui vient mettre la sonde exactement où il faut. Enfin, il y avait 30 ingénieurs du CEA autour du bloc. Donc vous n'avez pas totalement cru que vous alliez mourir. Non, c'est ça. En fait, j'ai pas du tout. Et puis j'ai pas du tout envie de mourir. Et j'adore la vie. Et malgré Parkinson, j'adore la vie. Et je peux témoigner qu'on peut être très très heureux avec une maladie comme celle-là. Mais on n'est pas non plus tous égaux face à la maladie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que moi, je rencontre chez qui ça évolue très vite. Je rencontre qui n'ont pas les moyens de se soigner proprement. Je rencontre certaines qui sont seules. Il y en a qui se sentent, qui sont pas accompagnés, voilà, on n'est pas égaux. Et quand même, j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe, que en réalisant cette opération, tu t'es un peu dit, je préfère mourir que de vivre malade. Enfin, c'est un peu tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la contrepartie. Ma première motivation, pour être franc, c'était d'aider la médecine. Je me suis dit, c'est la première thérapie. Si ça marche, ce truc, on le saura d'ici quelques mois. Si ça marche, cette opération, c'est la seule thérapeutique qui s'adresse à soigner la cause et pas les symptômes. Et donc ça, si jamais ça marche, c'est un espoir pour les 6 millions de Parkinsoniens dans le monde. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et ce que j'ai dit au chirurgien, je lui ai dit, bon, en plus, on n'est pas à l'abri que ça marche pour moi. Ouais, c'est quand même une bonne conséquence. Bénédicte, vous, quand est-ce que vous avez pris conscience de cette irréversibilité du temps? Je ne sais pas trop dire. Peut-être pas encore, hein, d'ailleurs. On peut dire. Je ne sais pas trop dire. En fait, moi, j'ai eu l'impression de l'inverse au début. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je voulais que ça passe plus vite. J'avais hâte. Et j'ai eu longtemps hâte. Hâte de quelque chose de plus grand. Et j'ai toujours eu cette impression de hâte de quelque chose de nouveau. Et quand j'ai quitté la SNCF à 55 ans, je me suis dit, c'est la première fois que je me suis dit que je passais du statut de jeune première à un risque de vieillissage, en fait. Mais jusque-là, jamais je m'étais posé la question du franchissement de l'âge et du fait que quelque chose de différent allait se passer. Votre corps ne vous l'a jamais dit? Jamais. J'avais la sensation d'aller bien, toujours. Et puis, le regard qui était porté sur moi n'était jamais un regard d'interroger mon âge. Donc, tout allait bien. Et quand j'ai décidé de partir, que je me suis confrontée à des chasseurs de tête ou à une nouvelle vie, en fait, on m'a renvoyé mon âge. Et on me l'a renvoyé de manière brutale, désobligeante, désagréable, en me disant notamment, mais qu'est-ce que tu crois que les gens pensent? Enfin, comment tu peux imaginer une seconde qu'il y ait encore des choses devant qui vaillent la peine? Et alors, ça a été pour moi d'abord, c'est assez désobligeant, c'est sûr, mais ça a été un coup d'envoi dans la nouvelle vie extraordinaire, parce que je me suis dit, ah bon, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, je crois que ça m'a beaucoup encouragée à repartir comme une espèce de nouvelle histoire, nouvelle vie, nouvelle jeunesse. Et pour moi, j'en suis là. Il faudrait que tous ces chasseurs de tête se recyclent dans un autre métier. Je leur donne ce conseil, il est très chaleureux. Et du coup, c'est d'ailleurs assez rigolo, j'ai fait un petit post rapide sur LinkedIn, pas plus tard que la semaine dernière. J'étais dépassée par son audience, il a fait plein de petits, ce post, dans lequel je disais, mais arrêtez de penser que notre seul métier pourrait être de transmettre. On a d'abord et avant tout envie de déployer le potentiel qui est en nous. Et on a du potentiel. Et d'apprendre. Et en fait, ma conviction aujourd'hui, c'est que c'est le fait d'apprendre qui fait qu'on est jeune. Et on est jeune toute sa vie quand on apprend, en fait, fondamentalement. Et voilà. Et
il n'y a pas de... Enfin, après, la question de chaque année qui passe est potentiellement plus courte proportionnellement au stock d'années qu'on a vécu. Et c'est vrai que revoir passer les Noëls, vous y hivers, pensez à ça? Oui, j'y pense par exemple quand on a 2 fêtes successives, c'est-à-dire quand on vient de fêter Noël l'année qui a précédé, j'ai l'impression que c'était hier. C'est vrai. Et de retrouver dans les tiroirs le reste d'une serviette qu'on avait préparée ou d'une boule de Noël qu'on avait l'impression d'avoir à peine rangée, que déjà on la ressort. Alors que quand on est petit, d'un Noël à l'autre, c'est une éternité. Absolument. Et ça c'est les moments où en fait... Là, c'est en perception. Oui, où je me rends compte en fait, mais on parlait de Proust avant de rentrer. La question de la mémoire, en fait, on voit bien que le temps est élastique et qu'il a des moments qui sont lents et longs, comme on a pu le vivre pendant la période du confinement. Mais c'est vrai que la reproduction finalement de ce cycle fait que ça va plus vite. Le cycle va plus vite, mais ça ne change pas le fait de sentir qu'il y a encore toute la vie devant soi. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que pour toi, et d'ailleurs aussi pour Éric et Perla, c'est plus le regard des autres qui vous a renvoyé votre âge que vous-même. En fait, si jamais il n'y avait pas eu ces personnes... J'ai jamais perçu ça. C'est drôle. Hein. Oui, il n'y a jamais personne qui t'a renvoyé le fait que tu avais 80 ans ou que tu étais trop âgé pour... Ou alors je n'ai pas entendu, je n'ai pas voulu entendre, c'est possible aussi. Mais non, jamais. On m'a jamais dit ça parce que, bizarrement, j'ai tellement adoré mes grands-parents, je suis tellement amoureuse des vieux, je les trouve tellement souvent, en tout cas ceux que j'ai la chance, voilà, ou que j'ai eu la chance de connaître, mais ils sont tellement plus, intéressants, attachants, drôles que souvent des jeunes, que j'ai toujours eu des modèles de vieux, et j'ai un modèle dans ma tête, et je suis tellement heureuse d'être vieille pour ça. J'ai la chance d'avoir 8 petits-enfants sans jamais avoir été mère, et ils ont, pour les aînés d'entre eux, une trentaine d'années. Et la seule chose qui me priverait vraiment, en me disant je meurs demain, c'est d'arrêter d'aimer. Voilà, parce que c'est ça qui me motive. Travailler, je le fais, je m'en fous, c'est pas un problème pour moi de travailler. Enfin, je veux dire, c'est ni une valeur, c'est un passe-temps. Et je trouve ça très bien de passer son temps à travailler. J'ai rien trouvé de mieux. C'est peut-être mon imagination qui est un peu limitée. J'ai rien trouvé de mieux. Mais ce qui me tient vivante, c'est d'aimer. C'est tout. C'est beau et j'ai l'impression que c'est quand même assez personnel. Enfin, moi, ce qui m'interpelle dans vos 3 parcours, c'est que, en effet, vous avez tous et toutes plus de 60 ans et vous continuez à travailler, donc particulièrement, ça fait particulièrement résonance à l'actualité, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un choix, déjà pour vous, c'est pas subi, et c'est aussi ce qui vous maintient, je vais pas dire en vie, mais ce qui vous donne des perspectives, qui vous donne des objectifs, qui vous donne envie de vous réveiller le matin. Est-ce que c'est le cas? Mais en fait, c'est des projets. C'est pas tant le fait de travailler que d'avoir des projets et de voir se réaliser des choses et d'imaginer des actions qu'on va engager au service de quelque chose. C'est ça qui c'est ça qui est intéressant, parce que ça peut être à la fois des projets professionnels, puis ça peut être aussi d'autres types de projets. Moi, je peins aussi, et je sais que le fait de peindre et de me projeter dans le fait de montrer ce que je peins, tout ça, ça génère en fait de l'envie et de l'appétit en fait. Oui, parce qu'il y a un élément. Enfin, moi, je suis infiniment plus âgée que vous deux. Et ça change vraiment entre 60 et 80. C'est vraiment j'aimerais bien être comme vous dans un pas formidable. Un pas formidable, vous serez même mieux que ça, et Bénédicte aussi, j'en suis sûre. Mais c'est le fait de ne pas avoir d'avenir. Alors, un projet, c'est quelque chose qui a à voir avec l'avenir. C'est juste ça, qui, pour moi, aujourd'hui, qui est important. Et Éric, quel est ton rapport au travail aujourd'hui? J'adore le travail, je trouve que c'est une chance d'avoir du travail. Il faut essayer de faire en sorte que le travail soit un épanouissement et pas se dire il y a des moments où on travaille puis des moments où on vit. Le travail, c'est pas l'apnée, le travail c'est une respiration. Et quand moi, ça m'est pas arrivé souvent, mais quand j'ai pas eu un moment de travail, j'ai très malheureux. Donc je souffre avec les chômeurs, j'ai tout fait pour qu'on crée des entreprises, pour qu'elles créent des emplois. Et donc ça, je suis vraiment pour ça. Ceci étant dit,
Ceci étant dit, moi je me suis rendu compte que la vie par ma maladie m'a appelé à ralentir, et je me suis aperçu que quand même on peut être workaholic et qu'on peut tourner comme le hamster dans sa petite cage, etc. Et donc en fait pour moi le fait de ralentir est aussi une façon de vivre plus. C'est-à-dire que de profiter plus, enfin pas mais de vivre plus. Et je rejoins complètement Perla dans le fait d'aimer. Moi, je pense que c'est apprendre à aimer. Et moi, c'est très intéressant parce que je viens de faire une transat, donc traverser l'Atlantique à la voile au mois de novembre. Et puis, je me suis retrouvé sur le bateau et j'arrivais plus à faire ce que je voulais faire, etc. Et donc, je me suis dit, zut, moi, j'y arrive plus. Mes copains, ils arrivent à faire les winches, etc. Moi, j'y arrive pas. Et puis j'étais d'abord dans la souffrance, et puis après ça, je me suis dit, bah, finalement, il faut pas forcément faire, mais il faut être. Et j'ai aimé le fait qu'il soit là et qu'il fasse les manœuvres parce que c'était bien pour moi. J'ai aimé qu'ils aient plaisir à le faire, et je me suis dit, il faut simplement être et pas simplement agir. Et c'est un truc qui est très compliqué en fait pour nous, c'est de passer on est tous des hyperactifs ici. Mais en fait, moi, il se trouve que la vie m'appelle à ralentir, et j'ai découvert, et c'est marrant parce qu'il y a une phrase de Giono qui est magnifique qui dit « Vieillir est un enchantement, car avec la diminution des forces physiques, on découvre le sens de la mesure. Là où auparavant il en fallait des tonnes, aujourd'hui il en faut quelques grammes. » Et moi, ça m'a ouvert vraiment à la contemplation, à l'amour. Je suis complètement d'accord, et je me dis que finalement, le but d'une vie, c'est d'aimer, et d'apprendre à aimer et d'apprendre à se laisser aimer, ce qui est encore parfois plus difficile. Et vous, Bénédicte, qu'est-ce qui a fait que, du coup, à 55 ans, vous vous dites, en fait, là, j'ai envie de nouveauté, je suis pas forcément là où j'ai envie d'être. Et ouais, qu'est-ce qui a fait que c'est seulement, on va dire, à 55 ans que vous vous êtes dit, je veux recommencer un autre chapitre de ma vie? Je pense que pendant 55 ans, les choses se sont présentées à moi sans que j'ai eu besoin finalement de vraiment les décider. C'est-à-dire qu'on m'a présenté des choses et je les ai validées. Et les choses allaient bien comme ça. Et donc c'était tracé et ça m'allait. Et puis il s'est trouvé que ce qu'on me proposait, je me suis rendu compte que ça allait m'entraîner vers un morceau de vie dans lequel je serais moins enthousiaste, j'aurais moins d'envie. Enfin, dit autrement, pour le dire de manière crue, je me suis dit, le placard va te guetter. Ah oui, c'est ça. Et je vais me retrouver dans un job où je resterai payée comme je suis, on y aura beaucoup d'égards et tout ça, parce que j'avais fait des choses bien avant, mais je vais perdre le sel, le défi. Et je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir. Je vais m'ennuyer affreusement. Et j'ai eu peur de devenir méchante, cynique, parce que aigrie. C'est vraiment le terme auquel on associe les personnes âgées parfois. Aigrie. Je me suis dit, je vais dire la vieille bille qui fait chier les autres. Pardonnez-moi de dire comme ça. Non. C'est ça. Hein. Et jamais, je pouvais pas me projeter dans ce rôle-là. C'était impossible. Impossible. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je me réinvente d'une certaine manière. Je ne savais pas très bien comment. Et que le seul moyen de me réinventer, c'était de quitter cet univers pour ne pas être tentée de faire quelque chose quand même à peu près. Voyez. Donc, à partir du moment où j'avais brûlé mes vaisseaux, il n'y avait qu'une solution, c'était inventer autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça voulait dire remettre en question un certain nombre de choses, les questions de statut, par exemple. C'est vrai, quand on est membre d'un COMEX et qu'on se retrouve petit, je trouve, dans une organisation, ça fait bizarre. Quand on a 55 ans et que l'âge vous prête une sagesse ou en tout cas une expérience qui est reconnue et que vous arrivez dans une organisation où il y a des jeunes qui pensent qu'en fait vous êtes un boomer et donc vous êtes déjà responsable de l'avenir qui les guette, c'est moins amusant. Et puis le monde de la grande entreprise publique et institutionnelle, dans sa relation avec l'État, et puis la start-up qui vraiment est dans un autre univers totalement, ça faisait trois changements radicaux à engager. Ça m'a nécessité, ça m'a obligée à apprendre. Et le fait d'apprendre, c'était reparti pour une nouvelle histoire. Quoi. Ça rend modeste, non? Si, un peu. Est-ce que ça rend jeune? Est-ce que vous avez associé à ce mot? Est-ce que vous dites, je suis en train de rajeunir? Oui, ça c'est vrai. Voilà. Quand je reviens sur la question du regard, des gens m'ont dit que j'avais rajeuni.
des gens m'ont dit que j'avais rajeuni, alors sans doute un peu physiquement, sans doute je me suis aussi débarrassée d'un certain nombre de codes vestimentaires un peu casse-pied, vous voyez. Oui. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je dépensais de l'argent pour des trucs qui en fait n'avaient pas beaucoup d'intérêt, donc voilà. Oui. Donc ça a été plus que changer de métier. Ah oui, voilà, c'est changer de vie. Mais c'est ça qui est intéressant. Et en fait, ce qui est super, c'est que j'ai eu l'impression qu'en ouvrant une porte, 1000 autres portes et 1000 autres fenêtres se sont présentées à moi. Et que, alors que j'avais finalement un cycle qui était... Je travaillais beaucoup. Hein. En creusant mon sillon toujours sur le même sujet, là, d'un seul coup... des tas de choses se sont présentées, les gens venaient m'ont proposé des projets. Le fait d'être ouvert, en fait, fait venir à vous des choses. Et c'est incroyable. Et il y a plein de gens qui viennent me trouver pour me dire « Mais comment t'as fait ça ?» Mais je dis « En fait, je sais pas. J'ai juste décidé que j'allais le faire avec envie, enthousiasme, bonne humeur, et que ça allait le faire. » Et en fait, c'est quand même une question de mental. Alors, je ne veux pas trop en faire des tonnes sur la méthode Coué parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de la méthode Coué. Mais c'est plutôt le fait de croire à sa capacité. C'est quand même de la confiance. À apprendre. C'est de la confiance en soi. Et puis, c'est une grande intuition aussi. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Hein. Je crois que moi, c'est un mot et une dynamique qui compte beaucoup pour moi. C'est le terme d'intuition. Il y a vraiment une intuition à des moments de vie qui vous donne cette force d'aller. Moi, quand j'avais 14 ans, j'étais persuadée qu'il fallait que j'en m'en aille de chez moi pour devenir une femme libre et que je puisse toute ma vie, être autonome financièrement. J'ai eu cette intuition, je l'ai eue à 8 ans, elle s'est confirmée à 14 ans. À 14 ans, je suis partie à la suite d'une engueulade avec mon père, qui aurait pu être rien. Et je suis allée vivre chez mes grands-parents, qui étaient merveilleux, que j'adorais, pendant 2 ans. Et puis ensuite, ma vie a été... Et puis, j'ai compris, à cause encore une fois, d'un environnement familial un peu singulier, que pour être libre, il fallait que je n'ai pas d'enfants, puisque ma mère en a eu 6, et c'en est beaucoup plein. Forcément, on l'a mariée à 14 ans. Et mon destin, c'était d'être mariée, si ce n'est pas à 14, mais à 16. Hein. Donc, j'ai échappé à un grand malheur. J'ai pris mes jambes à mon cou. Et depuis, la vie était tracée. Et jamais je n'ai changé d'idée là-dessus. Je n'ai eu qu'une seule voie tracée dans ma vie. Mais j'ai 2 petites filles et 6 petits garçons, si je peux dire, dans mes petits-enfants. Et les filles, je ne les lâche pas. Tu seras autonome jusqu'au bout de ta vie, même si tu épouses l'homme le plus riche du monde. Tu n'arrêtes pas jusqu'au bout. Et ça, c'est en fait, pour elle, tu as un rôle modèle. Et c'est, je pense, en fait, dans vos 2 personnalités, ce dont vous n'avez pas eu besoin. Mais en fait, c'est un sujet dont je parle beaucoup, plutôt pour les discriminations de genre. Mais en fait, elle vaut aussi pour l'âge. Parce qu'en fait, dans les 2 cas, il y a une invisibilisation, que ce soit des femmes ou des seniors. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui ont peut-être envie, comme tu l'as fait, de recommencer leur vie, de changer de mode de vie ou de changer de métier, mais qui en fait, comme ils n'ont pas de représentation, ils n'ont pas de modèle, eh bien ils se censurent, et si jamais on n'a pas entre guillemets le tempérament pour se dire en fait fuck tout le monde et puis je vais faire mon truc, voilà, comme t'as fait, eh bien on le fait pas quoi, parce que c'est aussi la société. Enfin moi je sais que pour l'instant l'image que j'ai, alors heureusement voilà, j'adore mes grands-parents et j'adore les personnes âgées, mais il y a quand même ce côté où pour moi après la retraite c'est la fin quoi. Mais parce qu'en fait j'ai pas, enfin voilà, si je te connaissais pas, je sais pas enfin je sais pas comment vous aviez la perception de la retraite, mais il y en a qui le voient comme des grandes vacances. Mais en fait il y en a qui ont hâte. Moi je sais que mon père il a hâte d'être à la retraite quoi, parce que il y a ce côté je sais pas, je vais enfin pouvoir faire ce que je veux, mais c'est vrai que moi je me dis un peu vu qu'après on ne les voit plus en fait, ils sont plus dans les médias, c'est presque comme si on vous mettait dans un placard et que c'était allez c'est la fin quoi. Le gros problème de ça,
pardon de prendre encore la parole, mais juste, c'est une conviction que je vais exprimer sur la vieillesse et l'âge. D'abord, ils ont inventé le mot senior parce que tout le monde est terrifié d'utiliser le mot vieux ou vieille. Et comme disait Françoise Giroud, moi, jamais un homme ne m'a dit qu'il était amoureux d'une senior, ni une femme qu'elle était amoureuse d'un senior, d'accord? Et moi, je suis tout à fait de cet avis. Donc, ce qui est notre rôle, nous ici présents et tellement d'autres ailleurs, qui sommes incroyablement privilégiés, et vous-même, avec cette maladie que vous venez vraiment d'avoir la grande amitié de nous exposer de cette façon, vous êtes en chemin et en activité malgré la maladie. Ou je dirais même que vous la prenez par la main, la maladie, et vous l'emmenez avec vous, et vous continuez votre chemin. C'est ça qui est vraiment magnifique. Mais notre rôle à nous, prioritaire, c'est de changer l'imaginaire de la vieillesse. Oui. Juste de le caler avec la nouvelle réalité de la vieillesse. Claire. La vieillesse, elle est réelle, elle est changée, elle est métamorphosée. Mais ça s'est fait en si peu de temps à l'échelle de l'histoire. Entre le moment où je suis née et aujourd'hui, l'espérance de vie est de 21 ans de plus. 21 ans. Et on continue à dire qu'à 45 ans, on l'a regardé déjà de travers chez les chasseurs de tête. Mais comment peut-on faire pour changer ça? Je crois qu'il faut qu'on s'y attelle. Tous, chacun à sa façon. Mais si on ne change pas l'imaginaire, curieusement, le réel ne changera pas. Tout à fait. C'est une conviction que j'ai. Là, c'est très difficile pour nous de citer 10 personnes de plus de 60, 70 ans connues. Enfin, je pense pour ma génération, parce qu'en fait, on ne les voit plus dans les médias. Moi, je trouve vraiment on ne doit pas sous-estimer le rôle de la représentation. Et d'ailleurs, je voulais t'en parler par là, parce que comme tu as quand même travaillé chez Elle et Marie-Claire pendant longtemps, c'est d'autant plus incroyable à mes yeux que tu n'es pas mal vécu l'âge et les changements physiques, parce que, en fait, combien de unes de journaux il y a sur rajeunir? Ce terme est quand même absurde, c'est impossible. C'est comme anti-âge, c'est impossible. Nous allons prendre de l'âge, quoi que nous fassions, quelle que soit la crème que nous allons appliquer. Et en fait, tant qu'il y aura ces injonctions et le message sous-entendu derrière d'eux, attention, danger, vous êtes en train de vieillir, alors qu'au fond, ce n'est que le temps qui passe, c'est-à-dire c'est naturel, on ne pourra pas, je pense, demander aux autres derrière de vivre sereinement leur vieillesse. Tant qu'on associera la vieillesse aux rides, c'est perdu d'avance. Ah, mais surtout que les rides, elles sont très importantes. Moi, je dis souvent, à 20 ans, on a la gueule qu'on mérite, et la gueule dont on hérite, et à partir de 60 ans, on a la gueule qu'on mérite. C'est-à-dire que si on a souri, on a des rides de sourire. Si on a fait la gueule, on a le visage qui est creusé. De toute façon, si les rides deviennent un problème pour quelqu'un et qu'il en a les moyens, il peut encore essayer d'améliorer pour quelques années les choses. Mais sûrement pas rajeunir. Donc, c'est juste ça, les différences. Le drame de la vieillesse, c'est que d'abord, le mot vieillesse est associé à la mort. Ça, il faut quand même pas le nier. Hein, et que la mort a très mauvaise réputation, mais très mauvaise. T'as qu'à voir les morts maintenant, on veut dire on les cache, on les machins, les vieux, on les bascule dans des boîtes à rats telles que sont ces EHPAD dont on vient de nous dévoiler la réalité, mais c'est horrible, moi ça me fend le cœur. Non mais c'est terrifiant, enfin je veux dire, ça mérite qu'on défile de la Bastille à la République. Ouais. Alors ça oui, ça mérite de le faire. Mais tout ça, c'est parce que on dit vieux, donc on dit mort, donc on dit fin. Alors si c'est fin, eh ben on les range. Voilà. Moi, j'ai vécu dans un pays où les vieux étaient honorés, où les vieux étaient consultés, où les vieux étaient au centre du village. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça m'a toujours surpris la différence de traitement entre les aînés, des aînés entre l'Occident et l'Orient. C'est quand même son simple opposé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, avant, on gardait les personnes âgées à la maison. Moi, je me souviens de personnes. Il y avait dans un coin, il y avait le grand-père. Il était là, il parlait pas, il était là, mais il vivait au milieu. Et toute la vie se passait autour de lui, mais il était là. Il n'était pas isolé, quoi. Voilà. Donc, alors que moi, je pense que justement, il y a quelque chose autour de
c'est pas parce qu'on les voit pas à la une de Elle, etc., qu'ils ne jouent pas des rôles essentiels parce qu'ils sont. Moi, je suis frappé d'entendre en fait le rôle de la grand-parentalité. C'est-à-dire que c'est très joli ce que vous dites en disant je réussis à être grand-mère sans être mère. Je trouve ça merveilleux. C'est vrai, j'ai pas fait d'enfant. Et dans votre histoire, en fait, vous êtes relié aussi à vos grands-parents qui vous ont accueilli un moment. Et je pense qu'en fait, le fait d'être grand-parent, c'est formidable. Et si moi je te pose la question de tes grands-parents, tu vas me dire mes grands-parents, en fait, avec eux, je dis plus de choses qu'à mes parents, etc. Et donc je pense qu'en fait, il y a ce rôle et on devient grand-père grâce à ces petits-enfants, comme on devient père le jour où on a un enfant, quoi. C'est la naissance de l'enfant vous fait devenir père ou mère, quoi. Et donc je trouve qu'il y a quelque chose de très important dans cette relation qui existe là. C'est peut-être ça qu'il faut mettre en exergue, c'est-à-dire et vous, vos grands-parents, c'est quoi pour vous, quoi. Et parce que c'est plus des gens qui font, mais c'est des gens qui sont, et ils sont dans la transmission de choses absolument formidables, qui sont justement le goût de la vie, et ce goût de la vie qui est toujours là, et de transmettre et de donner. Moi, j'ai une conviction. Pour moi, je suis plus heureux à mon âge aujourd'hui qu'à l'âge que j'avais à ton âge. Et moi, j'étais en psychothérapie, je m'aimais pas moi-même, j'avais du mal à aimer les autres, j'étais pas bien, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à m'aimer, et du coup, j'ai appris à aimer les autres. Enfin, donc, et donc, je trouve que il y a une grande. Moi, je suis ok pour dire qu'on a une sagesse, mais quand moi je vois avec mes petits enfants, quel bonheur pour moi et quel bonheur pour eux. Enfin, moi, j'ai passé mon week-end avec mes petites filles. C'est un pur bonheur. Et donc, je pense que la grand-parentalité, c'est un truc qui va se développer, qui doit se développer, et c'est plein d'ancrage, c'est plein de. À notre génération, on est quand même très gâtés. Hein. On a eu les 30 glorieuses, on a eu du travail, on a eu de la richesse par de la création de richesse, on a pu s'acheter de l'immobilier, on a pu acheter. Donc aujourd'hui, en fait, on a eu d'abord la pilule sans le sida pour ma génération, rien que ça. Oui, et l'émancipation de la femme. Enfin, je pense que la femme a beaucoup. 25 ans. Voilà. Donc tout ça, c'est formidable. Et ça nous donne quelque part et puis on a cramé la planète aussi au passage. Donc en fait, ça nous donne vis-à-vis des générations qui sont là aussi une responsabilité de dire on doit essayer de passer des choses, de transmettre, etc. Donc et là on retrouve une utilité sociale qu'on n'a pas forcément dans le faire, mais dans l'être. Hyper intéressant. Et pourtant, Bénédicte, toi, tu t'opposais un peu à cette idée de cantonner les vieux à la transmission. En fait, je suis à la fois d'accord pour la transmission et en même temps, j'ai besoin en fait d'inventer, de continuer à inventer des choses au même titre que les jeunes peuvent le faire. C'est-à-dire quitte à le faire ensemble. Mais la transmission, elle est dans les deux sens. Et effectivement, transmettre dans les deux sens, ça a de la valeur aussi. Je pense que Perlade l'a très bien dit, c'est-à-dire on a tous besoin d'avenir et l'avenir, c'est les projets. Et les projets, c'est des choses qui en fait partent de zéro. Et à un moment donné grandissent. Et on peut avoir des projets tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, je ressens le plaisir d'avoir régulièrement des projets. Et je sais très bien que mon humeur est dépendante de ma capacité à générer des projets nouveaux. C'est sûr, c'est sûr. En fait, j'aime beaucoup le thème de la déconstruction parce que je trouve que presque tout est construction sociale. Après, c'est mon humble avis, je changerai peut-être d'avis avec l'âge, mais par exemple, voilà, ma mère a 59 ans et à chaque fois que, elle est divorcée, elle est seule, voilà, et c'est difficile et ça le sera encore plus dans les années à venir. Et quand je dis... sauf si elle rencontre un monsieur. Sauf si elle rencontre un monsieur, mais voilà, mais en fait, elle se dit déjà que, justement, c'était mon point, c'est trop tard. C'est trop tard pour refaire ma vie, c'est trop tard même pour commencer une activité, c'est trop tard. Et en fait, elle se met cette espèce de barrière, de pensée limitante. Et genre, elle en est persuadée, alors que moi, je me suis inscrite en cours en auditeur libre à la Cato de philosophie parce que les études me manquent. Et d'ailleurs, c'est ma grand-mère qui m'en a inspirée parce qu'elle-même prenait des cours en auditeur libre tous les mardis de philo. Et en fait, je suis la seule de moins de 60 ans. Et en fait, attendez, moi je suis auditeur libre, eux, ils sont en licence. Eux, ils passent une licence en cours du soir de philosophie et j'ai trouvé ça magnifique. Mais en fait, le problème, c'est qu'on le sait pas. C'est-à-dire qu'eux en parlent à leur entourage. Mais en fait, pour moi, il faut des activités où on serait amené à rencontrer des personnes de 60, 70, 80 ans. Parce que si on n'a pas la chance d'avoir des grands-parents en vie, si on n'a pas la chance d'avoir des grands-parents sympas, parce que ça arrive aussi, en fait, on va du coup projeter notre vieillesse comme le non-modèle qu'on a eu.
ou le mauvais modèle qu'on a eu. Et donc en fait, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que moi, du coup, c'est super, je vais me faire des copains de 70 ans, je suis ravie. Mais voilà, sinon, quand est-ce qu'ils se rencontrent, quoi? Il n'y a pas d'autre solution que de mélanger les générations. Ouais. Il n'y en a pas. Enfin, j'affirme de manière un peu péremptoire la solution, mais bien sûr qu'il n'y en a pas qu'une probablement et que c'est plus difficile à mettre en route que je ne le pense. Mais même si on le met en route à notre échelle privée, on est déjà mieux. Alors évidemment que ma petite fille ne peut pas avoir la même image d'une grand-mère que moi j'ai eu de la mienne. Forcément, je suis sur Instagram comme elle. Alors déjà, là, il y a déjà un truc qui voilà, hein, et qui est nouveau, qui est étonnant. Je suis sur le même territoire qu'elle. Mais en même temps, quand elle est chez moi, elle voit bien que je ne suis pas du tout de la même génération qu'elle. Donc ça, et que je ne tente pas de l'être. Hein. C'est pas du tout, voilà, je n'essaye pas de devenir comme elle ou de rester comme elle ou de. Et c'est ça qui est bien. C'est justement ce que j'aime pas avec le terme rajeunir. C'est oui, c'est bien de se frotter. Vous dites aux gens joyeux, mais en fait c'est aux gens de tous âges finalement, oui. Parce que on en tire une perspective de vie différente. Je crois beaucoup à cette contagion-là, et j'utilise vraiment le mot à bon escient et la contagion dans les deux sens, dans les deux sens, vraiment. J'ai la chance d'avoir de la place et un grand appartement et j'héberge régulièrement mes petits-enfants avant qu'ils ne se lancent dans la vie et c'est une merde. Ça ne peut pas dire que je les vois tous les jours, ils font ce qu'ils veulent, mais il y a quelque chose comme ça qui est là à côté et pour eux aussi. Et cette proximité territoriale ajoute quelque chose. Donc vraiment, si dans ces EHPAD, dont j'espère qu'on changera même le nom très vite, parce que cette symbolique est horrible. Si on arrivait à mettre, j'ai lu hier un papier où ça y est, ça commence déjà à mettre des jeunes qui habitent, voilà, sur un même lieu que des vieux. Ça, c'est quand même merveilleux. Je pense que c'est une piste, le co-living, justement, entre personnes âgées et jeunes, et que précisément quand on n'a pas la chance d'avoir des petits-enfants ou quand on n'a pas la chance d'avoir des grands-parents, pouvoir créer un matching. Mais au-delà du co-living qui vit, moi j'encourage en fait tous les jeunes à aller visiter des personnes âgées et les personnes âgées à rechercher la visite. Parce que moi, quand j'étais petit, j'allais visiter 2-3 personnes âgées. Mes parents me disaient tu vas aller visiter un tel et un tel. Et c'était devenu des amis. J'étais pas dans le cours de philosophie, mais c'était devenu des amis. Je me souviens encore de Rachel, elle avait qu'une dent, etc. Ça m'a affolé. Mais elle avait plein de choses à me dire et j'ai vécu des trucs formidables avec elle. Et donc, moi, ce que je trouve terrible dans le vieillir, c'est vieillir seul. C'est-à-dire, c'est ça qui est dur. Alors que la relation nous construit. Et ce que Perla arrive à faire dans son appartement, il faut réussir à le faire d'une manière générale et à créer de la relation. Et pour moi, c'est vraiment le sujet. Et si on pouvait à chaque fois se dire, faudrait faire un match.com des grands-parents. Ça existe, je crois. Grands-parents, petits-enfants. Je la mettrai alors dans la barre de description si elle existe. Il me semble qu'il y a une appli notamment pour les logements qui permet d'accueillir chez soi des étudiants, par exemple. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, Colette. Tout existe. Et puis c'est vrai que dans les EHPAD, moi mon grand-père est décédé il y a 6 mois et puis il a passé 1 an en EHPAD. Parce qu'en plus, en fait, c'est vrai que ça qui est horrible, c'est que, lui, il nous disait, je veux mourir. C'est-à-dire qu'en fait, il était, le pauvre, résistant, donc il est resté un an, mais où en fait, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Et nous, on allait bien sûr lui rendre visite, mais en fait, déjà, ce qui est compliqué, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont même plus forcément la notion du temps. Et au-delà de ça, c'est qu'en fait, on allait le voir le week-end, mais ça reste quand même 5 jours où tu es tout seul dans ta chambre, entre 4 murs. Et en fait, je sais pas s'il existe des assos qui rendent visite en EHPAD. J'imagine qu'avec le Covid, ça a quand même rendu les choses compliquées, parce que nous, on devait aller le voir avec un masque et tout. Donc, en fait, ça a quand même séparé encore plus. Mais on n'avait même pas le droit d'aller voir les morts, hein. Ouais. Donc, il faut plus d'associations, je pense, peut-être, qui se mobilisent en effet pour les personnes qui sont en EHPAD, parce que c'est, pour moi, on devrait pas avoir à finir sa vie comme ça, quoi. Pour moi, c'est une espèce d'insulte le drame de à la vie, quoi. C'est l'isolement, et c'est pour ça, et le seul moyen d'éviter l'isolement, évidemment, c'est d'essayer de se maintenir en forme, et ça, c'est du travail aussi. Ça, là-dessus, vous travaillez le physique.
Moi, j'ai rencontré Jean-Michel Ricard qui a monté Ciel Bleu, une association qui organise des cours pour les personnes âgées. Et donc, il a commencé, il a testé ça en étant prof de gym à la sortie de ses études. Il a mis en place ça dans une maison de retraite, des cours de gym. Il l'a fait pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois, il a rendu son rapport. Si ce n'est que dans la maison dans la retraite, ils ont fait grève en disant mais on veut revoir les cours de gym. Et depuis, de fil en aiguille, il a monté ça dans des milliers de maisons de retraite et aussi dans des lieux dans lesquels il y a des jeunes qui vont chercher des personnes âgées pour aller faire du sport ensemble. Ciel Bleu, et ça c'est formidable, parce que c'est un fellow Ashoka qui fait des merveilles, quoi. Trop bien, je le mettrai aussi dans la barre de description. Ciel Bleu. Ce que je pense aussi, c'est que on a une responsabilité avant d'être vieux sur le fait de construire sa vieillesse en relation avec les autres. C'est-à-dire que, en fait, les liens qu'on construit toute sa vie, ce sont les liens de la vieillesse future. C'est vrai. Et en fait, c'est pas comme si... Enfin, je trouve parfois que on dit qu'il y aurait des gens qu'on n'a pas vus toute sa vie parce qu'ils étaient dans le boulot jusqu'au cou, et puis ensuite des liens ils ne se créent pas après. Ils se perpétuent, ils se nourrissent, ils s'augmentent. Mais on ne peut pas être un homme seul toute sa vie et espérer être un homme ou une femme entouré vieux. Je pense qu'on doit encourager en fait la fabrication des liens, et les liens transgénérationnels, et les liens familiaux, et les liens d'entreprise, et les liens d'amitié. Et le drame, c'est qu'en fait aujourd'hui on clive. On crée des communautés qui clivent en fait. Les gens revendiquent en fait l'appartenance à une chose et veulent se reconnaître identiques et se trouver entre eux. Mais le seul moyen d'éviter aux vieux d'être entre eux, c'est en fait de nourrir des relations transcommunautaires, transidentitaires, tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, sinon, en fait, on est assigné à sa situation de vieux. Et non pas au fait qu'on partage le même goût pour la poésie ou la même envie de faire du sport ensemble. Et à ce moment-là, on devient transgénérationnel. Donc, attention à ne pas montrer des vieux entre eux, parce que si on fait ça, on ramène les vieux à leur statut de vieux, alors qu'en fait, ils veulent échapper à leur statut de vieux. On a envie, en fait, d'abord des gens qui aiment la peinture, ou d'abord des gens qui aiment conduire des projets sur de voyage, plus transversal, et de manière transversale. Et en fait, l'assignation à une catégorie est vraie aussi pour les seniors, avec sans doute d'ailleurs un peu moins des gens qui sont très attentifs à ne pas blesser une communauté par rapport à une autre, parfois blessent plus facilement les vieux parce que ne considèrent pas que c'est une catégorie en soi. Parce qu'ils ont peur de la vieillesse. Oui, on peut en vouloir. On a plein peur de la mort et peur de la vieillesse. On peut en vouloir à De Gaulle d'une chose, qui est d'avoir dit à propos. Alors bien sûr, c'était à propos de Pétain et donc sans doute avait-il raison, mais que la vieillesse était un naufrage. C'est aussi un voyage, donc il faut quand même le rappeler. En parlant de voyage, Eric, tu vas nous parler de ton voyage, parce qu'il y a une question que je me posais, c'est aussi qu'est-ce que vous vous êtes autorisé à faire à plus de 60 ans que vous ne vous autorisiez pas avant? Donc Bénédicte, tu nous as partagé ce côté entrepreneurial. Eric, t'avais jamais fait de transat avant Non, c'était un rêve de petit garçon. Ouais. Et effectivement, quand dans les années 2000, j'avais prévu de le faire, puis j'ai levé de l'argent dans une start-up que j'avais montée. J'ai eu des scrupules à partir une fois l'argent encaissé, et donc je l'ai pas fait. Et une fois que j'ai eu cette maladie, je me suis dit il faut se dépêcher de le faire avant que je ne puisse plus le faire. Et donc j'ai décidé de traverser l'Atlantique à la voile entre les Baléares et les Antilles. Donc j'ai convoyé un bateau. Et vous n'aviez jamais fait de bateau avant? Si, j'adore le bateau, j'adore la mer. Ah oui, d'accord. Non, mais ce que je cherchais, c'était, c'est très marrant parce que ce que je cherchais, c'était, je rêvais d'être à la barre du bateau avec un peu de vent au milieu de la nuit, etc. Et c'est pas du tout ça que j'ai trouvé. C'est-à-dire que c'était très dominant comme posture. Enfin, c'est-à-dire c'était et en fait, moi, il se trouve que mon quart était de 5h du matin à 8h du matin. Et ce que j'ai expérimenté, c'était de la contemplation. C'est-à-dire, c'est vraiment, j'ai vu 30 levées de soleil consécutifs.
Et j'ai vu le noir qui entoure le bateau, qui est un petit peu effrayant, etc., s'estomper petit à petit avec les lueurs de l'aube, les dernières étoiles qui s'éteignent, et puis petit à petit l'eau qui s'éclaire, et puis ça dure 1 heure avec les festivals dans les nuages, etc. Et là, j'exultais de sentir la terre sur ce mouvement de l'océan avec Vous les étiez vagues. combien sur ce bateau? 6. Et là, j'ai eu vraiment de découvrir qu'une fois qu'on a largué les amarres, une fois qu'on a largué les téléphones, on a largué la connexion Internet, on se reconnecte à son prochain, c'est-à-dire c'est les 5 autres avec qui j'étais. Et là, il peut y avoir beaucoup d'amour dans un repas préparé pour les autres, il peut y avoir plein de choses. Et goûter, en fait, on peut beaucoup de temps pour lire aussi, c'est un pur bonheur, et des vrais livres. Je ferai à la recherche du temps perdu aussi, on continue. Et en fait, moi j'ai découvert cette joie de la déconnexion pour reconnecter à soi-même, reconnecter aux autres, reconnecter aux gens qu'on aime, aux liens que tu exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les liens qu'on a créés, quels sont les gens qu'on aime finalement. Et puis finalement avec une dimension totalement spirituelle, c'est-à-dire que dans la contemplation, moi j'ai un copain qui était agnostique, on regardait un lever de soleil tous les deux un matin. Il m'a dit, je crois que si Dieu existe, il existe dans un lever de soleil. C'est puissant. En général, c'est le coucher de soleil qui est très couru et très honoré. Puis c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et puis moi tous les matins j'avais envie de dire bonjour la vie, quoi. C'est tellement bien de voir. Est-ce qu'on se rend compte de la chance qu'on a que le soleil se lève tous les matins, quoi. C'est le bonheur. Moi, je marche beaucoup, je fais beaucoup je me promène toujours à pied, donc je regarde. Et à chaque fois que je passe j'ai la chance de traverser la Seine le matin pour aller à mon bureau, je prends des photos du lever de soleil. Enfin, c'est toujours un spectacle assez voilà. magique, ouais. Donc moi je me suis autorisé ça parce que le temps passait, mais du coup j'ai plein de rêves que j'ai encore envie de réaliser, quoi. Une bucket list un peu. Ouais, et en même temps, ce que je me suis autorisé aussi, c'est que j'ai changé l'agenda, c'est-à-dire ce que je dois faire avec le patienda. Le quoi ? Le patienda, c'est laisser la place au temps libre, laisser la place à ce qu'on va accueillir. Au trou dans l'agenda, quoi. C'est Martin Stephens, qui est un philosophe chrétien, qui dit en fait il faut de l'agenda où qu'on surcharge dans lequel on a plein de choses, doit laisser la place au patienda, qui est un mot qu'il a inventé pour dire finalement je laisse advenir quelque chose dans ma vie qui va me surprendre, quoi. Oui, je crois que c'est Spinoza qui a dit ce qui est important, c'est de passer la moitié de sa vie à ne rien faire pour pouvoir passer l'autre moitié à travailler. Il n'y a pas de... Tout est alternance, en fait, je veux dire, comme le jour et la nuit. Voilà, c'est absolument nécessaire de pouvoir alterner les générations, les types d'activités, les rythmes d'activités, voilà, parce qu'ensuite la vie se charge de vous transformer à un moment. Je veux dire, moi, la mort de Jean-Louis, c'est une amputation. Ouais. Et en même temps, il faut continuer, la maladie, bien sûr. Et en même temps, il faut apprendre à marcher. Moi, j'ai eu immédiatement l'image des poilus de la guerre de 14. Je ne sais pas pourquoi c'est ceux-là qui me sont apparus. Et en me disant, mais ils ont appris à marcher avec une seule patte ou un seul bras. Pas très bien, mais... ouais. Pas très bien. Enfin, je veux dire, psychologiquement, on les a quand même vachement laissés tomber, quoi. Ah oui, non, mais ça, eux, on les a en plus laissés tomber. Mais je veux dire, la détermination que certains d'entre eux ont eue, c'est quand même assez incroyable ce qu'on est capable de faire avec un membre de moins. La résilience, finalement. Tout le monde ne peut pas le faire, mais si on ne décide pas de le faire, on ne le fait pas. Et là, on se laisse dépérir, bien sûr. Et justement, Martin Stephens, que j'évoquais là, il parle du consentement. C'est-à-dire qu'il y a un consentement qui n'est pas la résignation, mais consentir. C'est comme Camus. Oui, absolument. Mais finalement le consentement à la vie, on n'a pas demandé à vivre, hein. C'est-à-dire mais à un moment, il faut dire, je consens à avoir été mis au monde et j'accepte ma vie. J'ai pas demandé à avoir une maladie, j'ai une maladie, je consens à l'avoir. Et c'est pas de la résignation, je me bats comme un chien, mais consentir. Et finalement, c'est consentir à ce que mon agenda soit bouleversé, consentir, être prêt à avoir un enfant qui vient vous visiter et parce qu'il a besoin de parler, avoir un collaborateur c'est-à-dire consentir à tout ce qui arrive et qui est pas forcément des choses agréables, hein, mais le fait de consentir donne une force absolument incroyable pour aller plus loin.
Donc si je vous écoute bien tous, il n'y a rien que vous refusiez, entre guillemets, dans la vieillesse. C'est beau parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on vend comme étant souvent, en effet, voilà, dépérition, je ne sais pas comment... Dépérissement. Un dépérissement. Donc ce qu'on vend comme étant un dépérissement, en fait, c'est parce qu'on le montre comme ça. Il y a quand même une vraie différence, c'est si on a une maladie et qu'on perd son autonomie. Là, je ne parle, personnellement, je ne parle que du vieillissement, fut-il encore une fois déjà dans ma tranche d'âge, mais à condition, même si j'ai eu un cancer, il a pu être soigné, et même si on ne guérit jamais, ben, au moins, voilà, il y a une rémission assez longue, pour l'instant en tout cas, mais je ne parle que du vieillissement sans maladie qui vous empêche d'être autonome. Là, ça devient un autre problème qui, hélas, existe et qui touche énormément de gens pour lequel, personnellement, je n'ai pas la moindre compétence. Je ne parle que de ça. C'est aux femmes, particulièrement aux femmes, mais aux hommes aussi, mais aux femmes, à qui on dit « vous êtes vieille à 45 ans, vous ne pouvez pas changer de boulot ». Voilà, moi j'ai un truc dans la tête, c'est celui-là. Alors il y en a 1000, mais celui-là, c'est la sidération la plus totale, quoi. Je veux dire, ils ne revoient pas ce qui se passe autour d'eux. Ils ne voient pas des femmes de 70 ans qui font des trucs formidables, qui continuent à se battre et à travailler, à inventer, et à rire et à aimer. Où ils ont trouvé ça? Je ne sais plus de qui est cette citation, mais c'est les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes, on leur laisse simplement le droit de vieillir. Oui. D'abord, il y a ça. Puis, il y a un mystère dans la vieillesse, je dois reconnaître. Et là, pardon, mais j'ai presque plus d'expérience que vous deux à cause de ces 20 années de plus. Mais ça, c'est vraiment Schopenhauer qui l'a dit. Il appelle ça le noyau de l'être. Le problème, quand on vieillit, c'est qu'on ne sent pas qu'on vieillit. On ne se voit pas vieillir. Et c'est un problème pour C'est un problème parce que les autres vous voient vieux. Mais pour moi, le problème, c'est que les autres vous catégorisent comme tel. Mais si jamais vous ne ressentez pas. Oui, mais la société est structurée comme ça. Mais pour moi, le problème, c'est cette construction sociale-là. Oui. Ben évidemment, parce que c'est cet imaginaire. Ça veut dire qu'ils refusent de voir ce qu'ils voient. Et vous êtes assigné à un statut de vie. C'est Yann Arthus Bertrand qui me disait à propos de l'écologie, il me dit, Perla, on est à un stade et on n'arrive pas à en décoller, c'est que les gens ne croient pas ce qu'ils savent. C'est vraiment ça. Il y a la croyance et il y a la connaissance. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour la vieillesse. Juste regarder. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande. Juste regarder. Et écoutez aussi, bien entendu, parce que les raisonnements, la créativité, en fait, tout ça est encore là pour infiniment de gens. Donc, il y a vraiment cette idée aussi que, en se mettant en route, Bénédicte, à un âge qui est loin d'être vieux, mais qui socialement est encore une étape, malheureusement, c'est 55, vous disiez? C'était à 55, aujourd'hui j'en ai 62. C'est ça, voilà, c'est ça. À 55 ans, eh bien, à 55 ans, on est une personne qui a des désirs, des capacités, du style, de l'humeur, de la bonne humeur, la possibilité de rencontrer des amours, de tout. Voilà, de tout. Voilà, c'est juste une vie entière et pleine tant que la santé est préservée. C'est tout. Mais même quand on n'a pas la santé, oui, justement. Moi, je sais dire que, sauf quand on est sur des maladies comme Alzheimer qui sont absolument épouvantables, je préfère 1000 fois avoir Parkinson on ne peut pas marcher seul, ou voilà, on perd l'autonomie. Mais moi, c'est pas impossible qu'à un moment, je dois consentir, accepter, de dépendre. Mais en même temps, c'est incroyable que quand l'expression de fragilité qu'on peut avoir fait naître d'autres rencontres avec d'autres personnes, donc ça ouvre à plein de choses. Donc ce que je veux dire, c'est pas parce que aussi, je témoigne pour ceux qui peuvent être atteints de maladies, qui ont l'impression que les forces baissent, que justement, on sent bien ce corps qui vous lâche. Moi, je le sens, j'ai toute la partie gauche qui marche pas, donc on le sent. Mais le fait d'être plus faible ouvre sa fragilité, ouvre à la fragilité des autres. Accepter de se faire aider, c'est accepter de se faire aimer. Et ben c'est super dur. Moi, je préfère beaucoup plus aider les autres qu'on m'aide. Est-ce que vous avez la foi? Complètement. Ça change tout. Ça change tout. Parmi vous, est-ce que certains sont agnostiques? Je ne sais plus répondre à cette question.
Je ne sais plus répondre à cette question. C'est très étrange. Vous saviez y répondre? Oui. Ah, d'accord. Quand Et quand vous répondiez, vous disiez quoi? Quand je répondais, je disais que je croyais en Dieu. C'est ça, d'accord. Et je ne sais plus répondre. Parce que je trouve que ça fait une énorme différence aussi dans le fait de vieillir. Parce qu'en fait, quand on croit au fait qu'il y a un après, c'est quand même pas la même chose que quand tu crois que c'est la fin et qu'il n'y a rien derrière, quoi. Mais en fait, moi, c'est même pas là-dessus Non, moi que non les choses plus. se passent. Moi non plus, je pense pas à C'est l'après. plutôt l'idée que le monde d'aujourd'hui pourrait être pris en charge par par une transcendance. Parce qu'il n'y a pas de raison, là on rentre dans des sujets, mais il n'y a pas de raison que s'il y avait un Dieu, il ne s'intéresse qu'à l'après. Il s'intéresserait au pendant et à ce en même temps. Et je ne réussis plus à voir les traces de son passage, en fait. D'accord, parce qu'il y a trop de Voilà. malheur et de misère. C'est mystérieux et on n'a jamais fini d'avoir des moments de lumière et des moments d'ombre, hein. Des moments de désert, des moments, enfin, il y a pas, enfin, de temps en temps, c'est le propre de la foi, c'est quand on croit la toucher, c'est le moment où elle s'en va, et quand on croit être dans le noir, à un moment, et ça arrive. Et c'est ça qui est merveilleux. Le problème de la foi, c'est comme le problème de tout, c'est qu'on supprime bien que ce qu'on remplace. Qu'est-ce qu'on met à la place? Et l'humain n'est pas fait pour aimer le vide. Le vide, c'est pas possible. Ça lui va pas. Et puis pour moi, la foi c'est l'histoire d'une rencontre. C'est-à-dire que donc c'est pas l'histoire de la vie éternelle ou pas vie éternelle. C'est l'histoire d'avoir une rencontre avec Dieu, avec un Dieu amour, et qui en fait nous apprend à aimer. Et ce qui est finalement, il y a un truc qui est complètement fou. J'ai écouté un podcast d'un neurologue. Je m'intéresse beaucoup les neurologues en ce moment. Ah bon? Il s'appelle Christophe Forêt et qui parle sur les expériences de mort imminente. Ah oui. Et en fait, il dit que maintenant, on a un recul sur des dizaines de milliers de personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente. Et quand ils voient défiler leur vie, quand ils ont un accident, qu'ils voient défiler leur vie, en fait, ils sont à peu près tous à pouvoir raconter la même chose. La lumière blanche. Alors, ils voient des histoires de lumière, etc. Mais ce qu'ils voient surtout, c'est qu'ils voient défiler tous les liens que tu évoquais tout à l'heure, tous les gens qu'ils aiment, sans jugement, mais avec tout simplement ces liens d'amour, quoi. Donc, finalement, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que tous les gens qui ont fait cette expérience, et j'ai vérifié avec 2 personnes qui avaient eu ça, ils ont eu ce sentiment d'être en connexion avec l'amour, mais pas forcément l'amour très loin, mais l'amour présent, ici, maintenant, de personnes qu'elles aimaient, etc. Et je cite ça parce que, en fait, c'est finalement à l'aube de nos vies, enfin, au crépuscule de nos vies, au moment où on va franchir à quel que soit notre âge, en fait, il semble que ce qui apparaît, c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas nos carrières, c'est les gens qu'on a aimés, c'est tout. Vous avez sans doute vu passer une étude qui montrait que le secret du bonheur, c'était la relation. Ouais. Le drame, en fait, des vies professionnelles très chargées, c'est qu'en fait, elles prennent le pas, parfois, sur la qualité des relations. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont multiples, les relations, mais elles ne sont que transactionnelles, finalement. Et je trouve que l'intérêt de refaire sa vie à titre professionnel, c'est qu'en fait, ça réouvre sur la qualité de toutes les relations. En tout cas, moi, j'ai le sentiment d'y être encore plus sensible que je ne pouvais l'être avant. Je ne dis pas que je ne l'étais pas, hein, ça m'a beaucoup... j'ai été manager, j'ai beaucoup aimé la relation aux autres dans le cadre du management. Mais il n'empêche que quand on manage, on le fait au service d'un objet, d'un résultat, et que parfois, dans le feu de l'action, c'est le résultat qui compte. Et je trouve que la capacité à nourrir la relation, à en prendre conscience, à vivre le moment présent de la relation avec les autres, est quelque chose auquel j'accède beaucoup plus aujourd'hui que je ne pouvais y accéder avant. Et en ça, je te suis complètement. C'est comme si finalement les nouvelles vies en fait s'étalent davantage dans l'instant, alors qu'elles passaient au bénéfice en fait du futur, je trouve. Il y a cette notion tellement délicieuse avec la vieillesse, c'est que on atteint un niveau de simplicité dans tout, et on se rend compte qu'avec une
comment dirais-je, une conviction, et une seule, on peut avancer dans la vie. Ce n'est pas la peine d'en avoir 10. Et encore une fois, moi je ne peux dire que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de tricoter du lien humain et de le faire grandir quand c'est possible. Et puis quand il ne souhaite pas le faire, ben, il ne souhaite pas le faire, on passe à un autre. Mais je n'en ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre secret, ni pour vivre, ni pour travailler, ni pour accepter de mourir. C'est un très beau mot de conclusion, Perla. Bénédicte, Éric, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter aux personnes qui nous regardent? Peut-être ce que vous auriez aimé savoir, vous, avant, sur la vieillesse, peut-être une idée reçue que vous voulez déconstruire, voilà, ce que vous voulez. Ben moi, je voudrais en fait m'adresser à ta maman. D'accord. Puisque tu parlais d'elle tout à l'heure, et je la rencontrerai volontiers, parce qu'à 59 ans, on a toute la vie devant soi. Et en fait, ça me fait de la peine en fait, d'entendre ça. Et si je peux être utile, lui être utile, je vais très volontiers. D'accord, bah c'est très gentil de ta part. Merci vraiment Louise de mettre le projecteur d'abord de permettre qu'on se rencontre, parce que à chaque fois, moi j'adore vos personnalités, et je trouve que quand on rencontre les gens dans leur vérité, et quelle que soit la vérité, quel que soit son âge, je veux dire, c'est un enfant de quelques jours, c'est aussi merveilleux que quelqu'un qui va mourir dans la paix. Moi j'ai accompagné ma maman jusqu'au bout, et elle est partie vraiment dans la paix. C'est très beau. Donc ce que je dirais, à tout moment de sa vie, l'homme et la femme sont vraiment magnifiques, quoi. Donc merci pour cette rencontre organisée, et merci du coup effectivement de dire que la vieillesse n'est pas un naufrage, mais la vieillesse peut être un enchantement, comme je disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Écoutez, je mettrai avec des jeunes. Voilà, vos différents contacts dans la barre de description, les associations, les initiatives qu'on a citées, parce qu'elles ont l'air vraiment très chouettes. Et puis voilà, le mot de la fin, c'est vraiment frottez-vous aux personnes qui n'ont pas votre âge, et ça va dans les deux sens. Oui, voilà. ah oui. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Entourage.